pavé à Paris, c'est aussi l'histoire de Paris, de ses origines, la lutèce gauloise à nos jours, où le bitume a quasiment recouvert toutes les rues de la capitale. Le pavé, bloc en pierre, en béton ou en bois, utilisé pour le revêtement des chaussées, servant à la fois de route, mais aussi de projectiles lors des manifestations. Recouverts ou à l'air, les pavés nous supportent, nous guident, mais pourtant nous n'y prêtons aucune attention. Le pavage des rues de Paris commence sous le règne de Philippe II Auguste. À l'époque, Paris n'était pas encore la grande capitale au large boulevard que l'on connaît aujourd'hui. Si on la caractérise avec nos critères actuels, Paris s'apparente à une petite ville de province. Les rues sont étroites, servent d'égouts qui charrient difficilement les déchets d'activités diverses, fabriquant ainsi une boue à l'odeur insupportable. Le roi lui-même, ne supportant plus cette puanteur qui le poursuivait jusque dans l'intérieur de son palais, décide en 1185 d'ordonner ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé entreprendre à cause de la grande dépense et des graves obstacles que présentait son exécution, à savoir le pavage des rues de Paris. C'est le début d'un chantier qui durera 7 siècles. Philippe II Auguste convoque les bourgeois et le prévôt de la ville et leur ordonne de paver avec de dures pierres toutes les rues et voies de la cité. Ce furent les bourgeois qui en payèrent les frais. Aussi, malgré le bien-être qui devait en ressortir pour tous, ils ne se pressèrent pas d'étendre le pavage au-delà des environs du palais et des 2 rues qui traversaient la cité, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ce qui prouve le peu d'empressement qu'on apporta dans l'exécution de ce pavage, c'est que, sous Louis XIII, la moitié des rues de Paris n'étaient pas encore pavées. Depuis Henri IV, la ville de Paris s'était toujours trouvée dans une situation exceptionnelle du point de vue du classement de ses voies. En effet, celle-ci était soumise au régime de la grande voirie, c'est-à-dire celui des voies entretenues aux frais de l'État. Ce statut a été confirmé sous la Révolution par la loi du 30 décembre 1790, imputant ainsi les frais du pavé sur le budget des ponts et chaussées. Pourtant, la question du financement de cette charge a toujours été source de conflits entre la ville et l'administration de l'État. En 1821, un premier partage entre la ville et l'État est effectué par la réalisation des travaux. L'État a alors la charge des routes royales, les quais, les ponts, ainsi que les boulevards extérieurs. En 1848, sur proposition du maire de Paris, tout l'entretien du pavé est payé par la ville, qui reçoit en échange une subvention de l'État. Néanmoins, dès le décret du 12 avril 1856, l'entretien des pavés de Paris est de nouveau supporté, par moitié, par l'État. En 1859, le financement par l'État d'une partie de l'entretien des pavés de Paris souleva encore une fois des nouvelles réclamations à la suite de l'annexion des communes périphériques qui fit doubler les dépenses d'entretien. En parallèle, entre 1810 et 1848, la circulation augmente de plus en plus. L'établissement d'un pavage était donc nécessaire. La municipalité, soucieuse de la bonne exécution des travaux et par un souci d'économie, décida de faire exécuter les travaux pour le compte des particuliers, à qui elle faisait payer les dépenses correspondant au service accompli. Une bonne part du pavage des rues revenait à l'initiative privée, les particuliers ayant besoin de nouvelles voies pour circuler. L'établissement d'un pavage était ainsi la condition de l'autorisation préfectorale d'ouverture d'une voie, de sa dénomination comme rue et de son entretien par le service du pavé. La Révolution a aussi connu les pavés, mais sous un autre angle. Ces pavés, que les rois ont tant voulu, ont été utilisés par la foule pour en faire des barricades. Effectivement, les pavés peuvent être arrachés très facilement du sol. Ils sont conçus à partir de béton, de pierre ou encore de bois. Le bassin parisien étant parsemé de nombreuses carrières de grès, ce matériau fut utilisé en grande quantité pour le pavage des rues parisiennes. La taille des pavés diffère selon leur utilisation et les contraintes liées à leur environnement. Ils sont posés sur du mortier maigre, un mélange de sable, de ciment et d'eau, puis joints avec une chape de mortier plus riche. Les espaces entre les blocs peuvent être plus ou moins étroits, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur entretien et le confort qu'ils apportent.
À partir de la fin du XIXe siècle, le pavé en bois s'est développé dans la capitale, en commençant par les Champs-Élysées en 1882. Glissants et coûteux, ils furent à leur tour remplacés par les pavés en pierre au début du XXe siècle. Quelques vestiges du pavage en bois subsistent à Paris, comme notamment une partie du passage Saint-Maur dans le 11e arrondissement. À partir de la première moitié du XIXe siècle, le baron Haussmann, préfet de Paris, est mandaté par Napoléon III pour réaménager et assainir la capitale. Il dessine de grandes avenues, après avoir rapidement identifié les limites des rues étroites et les inconvénients des pavés. Extrait des mémoires du baron Haussmann, écrit en 1860. Le pavé de Paris est de plus en plus difficile à maintenir en bon état. Les grès les plus durs ne sont pas assez tenaces pour bien résister à la fatigue d'une circulation qui a doublé depuis quelques années. Cette roche poreuse absorbe avidement l'humidité. Les rues qui en sont pavées sèchent difficilement et nécessitent un nettoiement coûteux. Les eaux ménagères et autres y déposent des germes d'infection qui se développent sous l'action du soleil et l'influence de la chaleur. Aussi, l'abandon graduel du grès a-t-il été proposé par les ingénieurs au nom de l'économie, de la propreté et de la salubrité tout à la fois. Mais, je dois l'avouer, les moyens pris jusqu'à présent pour le remplacer n'ont pas été complètement satisfaisants. Le macadam, si apprécié des propriétaires de voitures et de chevaux de luxe, comme aussi des propriétaires et locataires des maisons bordant les voies très suivies, n'a le mérite ni de l'économie, ni de la propreté. La dépense annuelle d'entretien qui l'occasionne est de 3 francs, environ, par mètre carré, tandis que celle d'un mètre carré de pavé de grès est de 48 centimes au plus, sans parler des frais de balayage et d'arrosage qui sont incomparablement plus forts pour les chaussées macadamisées que pour les autres. Bien d'autres systèmes ont été essayés, un seul paraît pouvoir lutter, c'est celui des chaussées en bitume comprimé. Imperméable à l'eau, il sèche tout de suite. Il n'engendre ni boue ni poussière. Un simple lavage rend la voie publique parfaitement propre et nette. C'est donc un bienfait réel pour les piétons. Les voitures y roulent sans secousse et même sans grand effort de traction. Un autre inconvénient des pavés, non soulevé par le baron Haussmann, c'est qu'ils permettent au peuple d'élever des barricades pendant les révoltes. Lors de la Commune de Paris, en 1871, les pavés passent de l'horizontale à la verticale. Le bitumage des rues de la capitale a connu son apogée après les événements de mai 68, au cours desquels le pavé est devenu le symbole de la révolte populaire. En mai 1968, la majorité des étudiants français se révoltent contre un gouvernement et une société dans lesquels ils ne se reconnaissent plus. Face au CRS parfois lourdement équipés, les étudiants parisiens utilisent les pavés comme projectiles. 10 000 étudiants sont dans les rues engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. De nombreux slogans et affiches en sont tirés. Sous les pavés, la plage. L'aboutissement de toute pensée, c'est le pavé, disent les révolutionnaires. L'aboutissement de tout pavé, c'est le bitume, pourraient répondre les gouvernants. Aujourd'hui, les pavés de la Sorbonne existent toujours, mais pour les révolutionnaires, c'est une autre affaire. La multiplication des automobiles au XXe siècle a accéléré le mouvement de bitumisation à Paris. Mais aujourd'hui, certaines places restent pavées.